Succès. Merci encore à nos partenaires. Maintenant, j'appelle sur scène donc, nos intervenants pour cette plénière d'exception. Et je vais bien sûr les présenter avant qu'on se lance dans les échanges. L'excellent Thierry Veil de l'École des Mines de Paris vous a appelé le duo improbable. Alors, le duo improbable est composé de qui? Donc, à ma droite, Jean-Michel Frixon. Alors, vous avez le kakémono qui vous dit 2-3 choses. Moi, je vais un peu compléter. Donc, Jean-Michel, il démarre à 17 ans comme coursier. Alors, on pourrait faire une mauvaise blague en disant qu'un champion du monde de marche athlétique, Michelin est extraordinairement prémonitoire, à capacité à l'intégrer comme coursier, quoi. C'est quand même très fort. Je ne sais pas si tu avais réfléchi à ça, Jean-Michel, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça démarre. La réalité, elle est plus dure après. Hein, on décharge des camions, transporte des choses un peu lourdes, on est sur des machines de contrôle, mais on reste toujours en 3-8. Et puis Jean-Michel, et ça on va s'en parler, il décide au moment de prendre sa retraite de ne pas prendre une carte de pêche, de ne pas s'occuper seulement de son jardin, de ses petits-enfants ou de je ne sais qui, mais il va décider d'écrire 1 puis 2 livres. Les livres, vous les avez là, on va s'en parler. À ma gauche, Jean-Christophe Guérin. Donc Jean-Christophe, 38 ans d'expérience chez Michelin. Nul n'est parfait. Hein. Voilà. Alors il démarre bien sûr comme dans différentes fonctions. Hein. Dans l'industrie, il est ingénieur au départ. Et puis il est membre du comité exécutif du groupe de 2007 à fin 2022, puisqu'il vient très récemment de céder la place à son successeur. Donc ça veut dire 16 ans dans le comité exécutif du groupe, et j'ajouterais dans la partie restreinte de ce comité exécutif, il y a plusieurs cercles bien entendu, mais vous êtes dans la partie la plus restreinte depuis longtemps. Donc proche, la plus, avec le plus petit nombre de gens. Hein, voilà. Ah non, restreint, ça ne veut pas dire qu'on en fait moins. Hein. Non. Non, ça veut dire qu'on est moins nombreux pour en faire plus. Hein. Et donc, quand même, très, très proche hein, de la famille Michelin, d'Édouard Michelin, puis de Jean-Dominique Senard, puis bien entendu, aujourd'hui, de Florent Ménégo. Et donc, vous êtes d'abord, Jean-Christophe, directeur de la performance industrielle, puis vous prenez un poste comme directeur d'une, j'appellerais globalement une ligne de produits, hein, au sens large, où il y a de la recherche et il y a différentes activités, donc une vision large du business. Et puis vous revenez à vos amours, que sont le Manufacturing Group. Peut-être pour donner une idée, c'est 80 usines, c'est 80 000 personnes, et des postes comme celui-ci, c'est l'investissement, c'est le footprint, hein, c'est savoir où on met des usines, comment, lesquelles on ferme, etc. Donc des décisions lourdes, hein, plus bien entendu, toute l'animation de la performance, et nous aurons ensuite une session sur la responsabilisation. Moi, je dirais que, parce qu'il ne le dira pas lui-même, mais Jean-Christophe Guérin a introduit le Lean Management chez Michelin, notamment sous le mot de Michelin Manufacturing Way. Vous savez que chaque entreprise a son Lean. Hein, Toyota a son Lean, Renault a son Lean, etc. Michelin a son Lean, Michelin Manufacturing Way, puis après Michelin Selling Way et tous les autres. Donc il a introduit la responsabilisation qui a démarré il y a plus de 20 ans et qui continue à exister, ce qui est souligné par les études de l'École des Mines. Et donc, il est probablement un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui en France de ces deux disciplines et de leurs liens mutuels. Voilà, donc ça, c'était la présentation là, du duo improbable que vous êtes. Donc, on va démarrer par Jean-Michel. Donc, Jean-Michel, juste une question quand même. Michelin matricule 276710. Ça, c'est le premier bouquin. Alors, Jean-Michel, donc, pas de carte de pêche. Tant pis pour vous, mais un bouquin et la marche athlétique. Mais qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire un bouquin, quoi, au lieu de vous mettre tranquillement au repos, quoi, non? Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et remercier vous toutes et vous tous de nous faire l'honneur de venir connaître notre histoire et notre duo improbable. Sachez que... Je pouvais pas, c'était obligé. Sachez que je vis l'instant et l'histoire qu'on va vous raconter, qui est extraordinaire, même voire hors norme. Et pour moi, ça représente énormément de choses. Et de vous voir toutes et tous et de savoir qui vous êtes,
pour moi, c'est la plus belle récompense. Voilà, je tenais déjà à commencer par là. Pour répondre à votre question, pourquoi avoir écrit ce livre? Eh bien, c'était à la retraite, je n'ai pas pris ma carte de pêche, effectivement, et c'était à l'époque du Covid, 2019, si je me souviens bien, oui. Mais peu importe, il y aurait eu le Covid ou pas Covid, ça ne changeait rien. J'ai éprouvé le besoin, au soir de ma retraite, d'écrire à mes 2 enfants. C'est bon, on l'a toujours dit, sans le trac, on n'est pas bon. Ouais. Mais le moteur va chauffer, ça va aller après. J'avais besoin de raconter mon histoire de 43 ans chez Michelin parce que j'avoue que quand j'étais dans le moment difficile que j'évoquerai à un moment donné, parce que c'est incontournable, j'étais très mal dans l'univers dans lequel je travaillais pour des raisons que vous allez découvrir. Et forcément, moi, vous savez, quand quelqu'un est mal à son travail, il emmène ses soucis chez lui avec. Et c'est la famille qui en pâtit. Et donc, je me suis renfermé totalement. Je ne parlais pas de mes soucis ni à ma femme et encore bien moins à mes enfants qui étaient en âge de comprendre à cette époque. Et au moment de la retraite, eh bien, j'ai dit, ben là, c'est le moment que je raconte ma vie professionnelle comme je suis rentré à 16 ans à l'usine jusqu'à 60 ans. Certes, on ne rattrape jamais ce qu'on a loupé. Et il y avait un point de départ, un mot fort pour moi, c'était de tout raconter, mais c'était un signe de transmission. Et ça, c'était le plus important pour moi. Mais je vais peut-être vous faire rire, puisque là, je vais me débarrasser d'une croix qui m'a tout le temps suivi. C'était le fait de n'avoir aucun diplôme. Ça vous suit toute votre vie. Parce qu'on est dans une société, on vous met dans une case et point barre. Et c'est terrible parce que ça, c'est quelque chose que vous cachez tout le temps. Mais à un moment donné, ça vous rattrape. Et donc j'ai voulu écrire ça en tant que transmission, le présenter comme un devoir, un mémoire d'étudiant, même si j'ai pas fait d'études, et leur donner donc la transmission. Et j'ai fait lire quelques chapitres à mon frère. Et je lui dis, dis-moi si c'est bien, c'est pour Guillaume et Élodie, et dis-moi ce que tu en penses. Et il me dit, mais écoute Jean-Michel, non seulement j'ai appris des choses sur toi, mais il faut que ça sorte du cadre familial, tente une maison d'édition. Et pour la petite anecdote, je lui ai dit, écoute Bernard, si c'est une plaisanterie, c'est pas drôle. Et il a insisté. Et puis quand le livre a été fini et que ma femme m'a aidé pour les corrections, j'ai dit après tout, par Internet, ça va aller très vite, quoi. Et je n'y connaissais rien du tout. Je n'y connaissais rien du tout. Donc j'ai fait plouf plouf, recherche Ronald Pauvert, 9 maisons d'édition, j'en ai fait 9, pourquoi pas 10, et 6 voulaient le manuscrit. Et l'histoire magique est partie de là. Une anecdote qu'on s'est racontée dans un café en préparant. Quelqu'un vient pour une signature, il va y avoir une signature tout à l'heure, vous le connaissez. Et il vous dit, mais ouais, c'est pas toi qui as écrit ça. Hein. Et je me suis dit, quand je vous ai écouté, je me suis dit, c'est à la fois peut-être humiliant, mais en même temps, c'est un super compliment de dire, mais dis donc, c'est quand même bien écrit ton bouquin, quoi. Hein. Oui, mais on me l'a fait 2-3 fois, mais moi, je ne l'ai pas pris dans ce sens-là. Je suis désolé. Et des personnes au travail que je côtoyais quotidiennement. Bon, moi, je l'ai pris comme une blessure. C'est-à-dire, c'est parce que tu n'as pas de diplôme, tu peux pas faire un livre. Moi, je l'ai pris comme une blessure, mais je l'ai pas vu du côté de dire un respect. Mais c'est tout ce qui vous suit de tout le temps, qui vous suit de toute votre vie. Ça ne vous quitte jamais. Je fais une petite parenthèse, mais que je tiens à préciser que, bon, vous l'entendrez, il y a eu des souffrances, mais heureusement qu'il y a eu des joies chez Michelin. Mais ça part de l'enfance. Ça part de l'enfance. Hein, donc ça, c'est important de le préciser. Alors dans le livre, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Les noms ont été changés. Mais si vous le lisez, d'abord, il est bien écrit, avec de l'émotion, de la poésie, avec beaucoup de sentiments aussi. Et vous allez parler des gens, et il y a les bons, et puis il y a les moins bons. Et là, on va être nuancé. On va dire, il y a des gens qui vous ont promu, qui ont été
ce que tout le monde dans la salle vous dira, le bon manager, parce que tout le monde le sait, hein. Et puis il y a eu les mauvais. J'en cite un. Monsieur Frixon, vous n'êtes qu'un inutile et un parasite. Même le service du nettoyage que je gère possède les diplômes, etc., etc. Vous vous rendez compte là où vous êtes positionné? Pourquoi est-ce qu'on vous garderait? Au revoir, licenciement. Oui. Oui. C'est en 1993, il y a un plan social chez Michelin qui ne concerne que Clermont-Ferrand et qui ne concerne que le tertiaire. Et moi, à cette époque, je suis au courrier. C'était très compliqué parce que j'avais une chef, pour vous faire un petit portrait très vite, c'était une personne, vous lui aurez donné une blouse grise avec une règle. Dans les années 1800, c'était exactement ça. Elle pratiquait la politique de la peur et de la terreur. Je n'exagère pas. Et pour en revenir en 1993, ce plan social, donc comme je vous l'ai dit, il ne concerne que le tertiaire. Moi, j'ai 18 ans d'usine. Et ma femme travaille chez Michelin, elle est dans le tertiaire également. Et on passe tous un à un dans chaque service devant son chef de service. Et moi, je me raccroche à ce que je peux. C'est-à-dire, j'ai 18 ans d'usine, bon, c'est pas énorme, mais je n'ai jamais été malade, jamais d'arrêt de maladie, je n'ai jamais fait grève. Alors, je ne suis pas contre les grèves, hein, etc. Et je pense, à chaque fois qu'on m'a donné des boulots, je les ai remplis avec le même cœur. De façon, moi je pense que quand on est par respect par l'employeur. Donc on se raccroche à ce qu'on peut. Et je vous promets que dans ces cas-là, c'est du chacun pour soi. J'ai pas peur et je l'affirme devant vous. On souhaite que ça tombe sur la tête de l'autre. Je vous promets, je n'ai pas honte de le dire, moi je l'ai pensé. Et quand mon tour vient, je passe devant la secrétaire, que je connais très bien, ça ne se voit pas tout de suite sur moi, mais j'ai de l'humour et cette personne avait de l'humour, donc on rigolait. Et quand je viens vers elle, je passe vers elle, elle me dit « Monsieur Frixon, donc, votre chef de service vous attend » et elle baisse la tête et elle me dit « Bonne chance, Monsieur Frixon ». Et là, je sais que je suis condamné. Je ne sais plus si je dois aller au bureau du chef de service ou je ne sais plus quoi faire. Et je rentre dans son bureau, il ne m'invite pas à m'asseoir. Il met quelques secondes avant de me parler qui me paraissent une éternité et il attaque. Et il me regarde et il me dit « Vous savez que je suis votre chef de service, je suis responsable du service du courrier et en parallèle du service du nettoyage. Et tout le monde a à minima le certificat d'études ou le BEPC. » Donc là, je sais, ça y est, moi, la lame, elle est déjà tombée. Je ne lui réponds pas, je suis toujours debout. Et il me fait « Est-ce que vous pensez, Monsieur Frixon, que j'ai besoin d'une personne comme vous ?» Je réponds toujours pas. Et il me dit « Et est-ce que vous pensez que l'entreprise Michelin a besoin d'une personne telle que vous ?» Pour moi et pour l'entreprise, vous êtes un inutile, mais surtout vous êtes un parasite. Et Monsieur Frixon, à partir de cet instant, vous êtes licencié. Et là, le ciel vous tombe dessus. Enfin, c'est écrasant, ça. Le monde s'écroule. Oui. Le monde s'écroule. Vous savez, je crois que j'ai toujours entendu dire les personnes qui ont eu un accident voyez en quelques secondes le film de leur vie. Et moi, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Mais vous êtes récupéré quelques jours après. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, alors dans l'histoire de l'improbable, c'est que je suis licencié un mercredi et je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune explication, c'est ce que je mets dans le livre, je tiens à travailler jusqu'au vendredi. Ça n'a ni queue ni tête. Et je tiens à aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est irrationnel comme raisonnement. Et le vendredi soir à 16h, ma chef, celle que je vous ai fait un tout petit portrait, sans aucune précaution, alors qu'elle était au courant que j'étais licencié, sans aucune moindre bienveillance, me dit « Il y a la responsable du personnel qui veut vous voir, allez-y ». Et moi, je lui dis « Non, c'est pas la peine, je suis licencié ». Elle me dit « Monsieur Frixon, allez-y », mais sur un ton. Et puis je me dis, après tout, c'est peut-être pour signer les papiers, et j'y vais. Et il me dit « Monsieur Frixon », alors moi, je vous le dis, hein, je suis décomposé, je pleure, je suis en dépression totale. Et il me dit « Monsieur Frixon, je ne suis pas d'accord avec votre chef de service, j'ai vu vos états de service. Je vous donne une chance. Il faut me donner la réponse tout de suite. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est charger, décharger des camions. Est-ce que vous prenez ? Moi, j'ai pris. Et le seul regret que j'ai eu, c'est là que je débute en 3-8, et le seul regret que j'ai eu, c'est qu'à cette personne,
au responsable du personnel, je n'ai pas pu lui dire merci, parce que je n'étais pas en état. Ouais. C'est intéressant. Il y a quelque chose chez Michelin qui s'appelle le droit de recours. C'est-à-dire que toute personne, alors, service du personnel, DRH, hein, c'est une question de vocabulaire, ces personnes-là ont la capacité d'aller contre la décision d'un chef de service. Complètement. Et ça, c'est une chance chez Michelin, c'est que ce sont un service qui est complètement autonome. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre jugement. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et cette personne-là, oui, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Merci. Alors, les bons managers maintenant, parce qu'il n'y a pas que les catastrophiques, hein, il y a aussi les bons. Ce qu'on veut, c'est ne plus avoir de catastrophiques et avoir de plus en plus de bons. Hein. Les bons managers, il y en a quand même eu plusieurs dans votre vie. Si je vous demandais, vous, c'est quoi un bon manager pour vous? C'est tellement de choses. Mais comme vous l'avez dit, j'ai eu 2 managers, alors c'est bien tombé, hein, c'est un homme, une femme. Ça, je m'en suis aperçu quand j'ai écrit le livre, qui ont été extraordinaires. Vous savez, quand j'ai débarqué en 3-8, à la suite de mon pseudo-licenciement, le premier livre, je le dédicace justement à ce chef d'équipe qui m'a accueilli et qui m'a reconstruit. Parce que je suis arrivé dans le service, j'étais complètement décomposé. Et il m'a dit, maintenant Jean-Michel, je connais ton histoire, tant que tu seras avec moi, il ne t'arrivera plus rien. Il m'a dit, tu vas prendre le temps de te reconstruire, tu vas charger, décharger les camions, ça c'est temporaire. Mais après, l'urgence est de te reconstruire. Et cette personne, je lui dois tout. Parce qu'effectivement, elle a tenu parole. J'avais plaisir de travailler pour lui, parce que c'était plus qu'un manager, c'était un être humain qui vous respectait. Et la dernière manageuse, avant de partir à la retraite, qui a succédé à un immonde manager, qui était blessant, qui était horrible, cette manageuse-là, à 3 ans de la retraite, elle avait fait fi de tenir compte de l'avis de son prédécesseur sur moi. Et elle a dit, Jean-Michel, je peux te faire une confidence, quand il a présenté tout le monde en off, tu étais pour lui le plus mauvais élément de l'atelier. Vous voyez, ça m'a fait mal après coup. Hein. Et elle m'a dit cette phrase géniale, elle m'a dit, ce qu'il a oublié, c'est que moi, quand je reprends une équipe, je remets tous les compteurs à zéro. Et cette femme, pour terminer, je n'avais pas changé ma façon de travailler. J'étais le même homme. Et à 3 ans de la retraite, elle m'a donné tout ce que je n'avais pas eu. Ce que son prédécesseur m'avait refusé. Alors c'est symbolique, ce sont des changements de coefficients, ce sont ce qu'on appelait chez Michelin, quand vous étiez, alors je vais me la péter, hein, très bon sur le poste, nommé référent, et des augmentations de salaire comme j'ai rarement eu. Et elle m'a dit, je voulais te faire passer un statut, ce qu'on appelle chez Michelin, quand on est ouvrier, d'agent d'élite, c'est-à-dire c'est un peu un bâton, c'est une reconnaissance. Et elle m'a dit, c'est trop tard. Mais je n'avais rien changé du tout de moi. Comme quoi, vous voyez. Oui, je crois que c'est peut-être ça qui est essentiel. Hein. C'est que vous êtes cet homme qui travaille bien, qui met son cœur dans ce qu'il fait, et que face à ça, il y a des gens qui sont capables de le voir et d'autres pas. Hein. Oui. Ça tient à rien. Ça tient à rien du tout. Vous savez, le prédécesseur de la manageuse que je vous dis avait un profond mépris pour les ouvriers, un ego, mais j'avais l'impression que c'était Dieu le maître dans l'entreprise et c'était qu'un chef d'équipe. Je mesure bien mes mots. Bon, j'ai jamais été chef d'équipe. C'est bien d'être chef d'équipe. On a dit qu'on parlait des bons maintenant. Maintenant des bons, ouais. Parce que celui-là, c'est pareil, il vaut mieux pas en parler. Ouais, hein. Voilà, c'est ça. Oui, vaut mieux l'oublier. Mais vous savez ce que je peux vous dire en quelques mots. Quand vous respectez les gens, quand vous considérez les gens, quand vous vous intéressez à leur poste, dans le monde ouvrier, puisque c'est le monde que je connais parfaitement, vous savez, quand vous venez vous intéresser à leur poste, découvrir leur poste, pour eux, c'est un honneur. C'est-à-dire, c'est de la considération, c'est de l'écoute, c'est de découvrir leurs fonctions, non seulement leurs fonctions, mais leurs responsabilités. Et je vous promets, puisque j'y suis passé, si vous faites ça, c'est des hommes et des femmes qui vont marcher derrière vous parce qu'ils auront compris que vous les respectez. On n'en demande pas plus. On n'en demandait pas plus. Je vous promets, comme je l'ai écrit dans le livre, comme j'ai eu le plaisir de le dire à Jean-Christophe
et à M. Florent Ménégo, je lui ai dit, vous savez, vous avez une armée derrière vous dès l'instant. C'est ce que j'appelle dans le livre, j'ai fait référence à un film, c'est l'armée des ombres. J'ai dit, vous avez une armée des ombres qui est derrière vous, mais dès l'instant où vous respectez les gens. Merci beaucoup, Jean-Michel. On ne vous quitte pas. Hein. On ne vous quitte pas. Alors voilà, Jean-Christophe, donc directeur du manufacturing, de toutes les usines, etc. Ce livre sort, hein, celui-là, matricule 276710. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on dit, ça y est, encore quelqu'un qui va dire des mal de Michelin, encore quelqu'un qui va nous donner une mauvaise image, mais il ne ferait pas mieux d'aller à la pêche celui-là, etc. Et donc, comment vous réagissez ? Alors d'abord, première chose, d'abord, merci beaucoup Jean-Michel pour tes mots et tes émotions. À chaque fois, ça me bouleverse. C'est un talent incroyable. Enfin, une authenticité incroyable. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, on n'a pas attendu le livre de Jean-Michel pour faire des progrès sur la qualité managériale chez Michelin. Ça, c'est... Et heureusement. Et pour la petite anecdote, moi, fin 1999, je suis chef d'équipe, donc chef d'opérateur dans une usine française. Et je constate un certain nombre de dysfonctionnements qui me choquent. Et effectivement, la non-écoute des opérateurs de production, la non-implication dans l'évolution des machines, de l'atelier, etc., me surprend. Pour moi, c'était assez évident. Les opérateurs de production, quand ils rentrent dans l'usine, ils passent par un vestiaire, ils y laissent leur cerveau, et puis ils vont à leur machine et ils sont exécutants. Donc ce monde-là me choque, me surprend, et quand on discute avec ces opérateurs à la machine à café, il y a des gens talentueux, il y a des gens, ils sont maires d'un petit bourg. Je m'en souviens, un qui venait, il habitait à 20 km de l'usine, il venait tous les matins en footing. Je me disais, nom de Dieu, le gars, il fait un marathon par jour, 20 km le matin et 1 km le soir. Puis dans l'usine, on ne demande rien, quoi, c'est bon. Donc ça me choque. Donc je ne suis pas le seul, et donc avec des collègues, on constitue une équipe à dire on va réfléchir à l'usine de demain. Et on a fait un certain nombre de révolutions. Donc alors la première chose qu'on a faite, très clairement, c'est qu'on a dit à tout le management, votre mission première, c'est le support aux opérateurs, c'est le support aux opérations. C'est là que ça se passe. Donc votre mission première, c'est de vous assurer que toutes les opérations sont fluides, fonctionnent bien, que ça se passe bien. Alors bien sûr, pour le faire, il faut organiser l'écoute. Donc tous les jours, on a dit au management, vous devez réunir les opérateurs et leur demander quels sont leurs problèmes. Et votre mission, c'est de éliminer ces problèmes. Et donc, pour faire ça, on a mis en place un système d'escalation des problèmes, ce qu'on appelle chez Michelin les win. Win, ça veut dire « what is important now ». Et chacun, à tout niveau hiérarchique, il peut remonter à son chef un win vert, c'est « chef, je t'informe du problème, mais avec les collègues, on est autonome, on se débrouille ». Win rouge, « chef, je t'informe d'un problème et j'ai besoin d'aide ». Et ça, le chef a obligation de traiter le win rouge. Et bien sûr, ça peut escalader. Hein. Moi, en tant que patron de l'industrie, je recevais des win rouges. Et je traitais les wins rouges, c'était une priorité absolue. D'accord ? Et donc, on a mis tout ça en place. Et puis, sur cette base-là, on développe la responsabilisation des équipes. Parce que quand quelqu'un vous amène un win rouge, qui appelle à l'aide, vous pouvez demander pourquoi tu as besoin d'aide. Il vous manque des compétences dans l'équipe, il vous manque des délégations, des autorisations, il vous manque des choses. Donc, à travers ce système-là, on a développé la responsabilisation et l'autonomie de nos équipes. Donc ça a marché. On l'a vu, d'abord, on a fait des progrès énormes en performance dans tous les domaines, sécurité, qualité, productivité. On a eu aussi un énorme progrès sur le taux d'engagement de nos opérateurs de production. On fait une enquête annuelle faite par une société externe qui mesure, on va dire, la satisfaction des gens à venir au travail. Et on a réussi depuis 2017 à avoir le taux d'engagement de nos opérateurs de production au même niveau que les collaborateurs et cadres du groupe. Donc on a comblé le gap. On est aussi assez régulièrement benchmarké sur tous ces sujets-là. Et puis, on a toutes nos usines qui fonctionnent toutes les nuits et les week-ends sans chef. Et ça marche très bien. Et Toyota trouvait ça formidable. Voilà, ouais, donc effectivement, ouais, on a pas mal de benchmarks. Alors, néanmoins, quand ce livre sort, je le lis. Bon, des livres sur Michelin, il y en a. Hein, c'est pas, quand même, on a du monde. Et ce livre est touchant. Et je me dis, mais nom de Dieu, c'est dingue parce qu'on fait énormément de choses et il y a encore des chefs qui n'ont pas totalement compris. Donc je demande à rencontrer Jean-Michel. Voilà. Donc
Alors là c'est quand même un grand moment. Parce que Jean-Michel, il a eu quand même quelques rencontres qui l'ont un peu marqué avant. Hein, il a été clair. Hein. Alors, mais dans quel état vous êtes quand vous êtes convoqué là? Ah oui, ça c'est extraordinaire. Alors, je suis à la retraite. Hein, ça, je suis à la retraite. Et je dois vous dire quelque chose, c'est que quand j'ai écrit le livre, quand il paraît, j'ai fait pas la une, mais une pleine page dans le journal quotidien La Montagne, avec le livre à la main et photos et tout. Et moi, je n'ai pas demandé l'avis de Michelin pour écrire le livre. Moi, je m'étais attaché à ce que le livre soit équilibré. Je voulais en aucun cas que ce soit un brûlot contre l'entreprise. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui est le cas. Merci. Et quand je me suis vu dans le journal La Montagne en tant que coursier, vous voyez, ça vous rattrape. On distribuait le quotidien au grand directeur de chaque usine et forcément à la direction. Et quand je me suis vu dans La Montagne, j'ai fait « Oups, Michelin va être au courant. » Je vous assure que dans ma tête, c'est ça. Et bon, le journal, je l'ai acheté 4-5 fois pour voir si dans l'autre, j'étais bien dans le journal. Effectivement, ça a confirmé que j'étais dans le journal. Et 8-10 jours après, mon portable sonne. J'ai failli pas répondre, c'était un numéro inconnu. Ça, je pense que vous connaissez. Et c'est l'assistante de M. Guérin, que je ne connaissais pas, qui me dit, il y a M. Guérin qui voudrait vous rencontrer au sujet du livre. Est-ce que vous seriez libre telle date? Alors je me la suis pété, j'ai regardé mon calendrier, j'avais rien, et j'ai dit oui, à telle date, je suis libre. Et je lui dis, ben ok, merci bien. Et puis je raccroche. Et puis là, la peur me saisit, parce que je me dis, ah mais ok, la direction m'invite à les rencontrer. J'étais persuadé, mais je vous assure que c'est vrai, j'étais persuadé que c'était pour me dire, ok, votre livre il est bien gentil, mais les propos et ce que vous révélez au niveau des licenciements, dans la façon que ça s'est passé, c'est votre parole contre la nôtre et on vous attaque en justice. Je suis parti dans cette idée. Et à tel point que j'hésite. Et j'appelle mon fils et je lui dis, Guillaume, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, je lui explique et il me dit, mais papa, si tu n'y vas pas, tu ne sauras pas. Ah ben, ouais, comme quoi on a toujours besoin de ses enfants. J'ai dit, c'est tellement évident. Et j'ai dit, ben banco, j'y vais. Et donc je me présente, voilà, comme je suis devant vous, la peur au ventre. Et il y a une expression, c'est le livre sur la table, 2 personnes, monsieur Jean-Claude Patz et Jean-Christophe Guérin, que je ne connais pas. Et monsieur Guérin, alors je dis monsieur à cette époque, quand il se présente, voilà, je suis le directeur industriel Monde, je suis en face, et je fais dans ma tête, oh là 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 là. Et il me dit, je dois vous féliciter pour votre livre, pour l'écriture, etc., etc. Et moi, je l'écoute sans l'écouter, et vous savez, c'est le truc. C'est ce que je dis, c'est ce que j'attends. Je dis, ouais, ok, tu me passes de la pommade, vas-y, j'écris bien. Allez, qu'on en finisse tout de suite, achève-moi. Et j'attendais le fameux « mais ». C'est ce que j'écris dans le livre. Et le fameux « mais » n'est jamais venu. Et le fameux « mais » est jamais venu, et c'est là qu'il me propose une histoire improbable, c'est de rencontrer quelques mois qui suivent, de parler devant les directeurs Europe et Monde, Michelin, pour parler de mon histoire et de ma vision du management. Et là, c'est le 2e chapitre qui s'ouvre, qui sera d'ailleurs, de la part de Jean-Michel, l'objet du 2e livre, l'ouvrier qui murmurait à l'oreille des cadres. Mais avant de murmurer à l'oreille des cadres, il va se passer beaucoup de choses. Oui, alors, effectivement, donc, chez Michelin, c'est une entreprise qui a des valeurs. Il y en a une qui s'appelle le respect des personnes. Elle est affichée partout, elle est communiquée, elle est martelée. On donne des formations à tous nos managers. Et ça, on le dit, on l'explique. Bon, voilà. Et puis, néanmoins, on a ce vécu-là. Alors, encore une fois, heureusement, il y a quand même de très très bons managers dans l'histoire de Jean-Michel, mais il y a des managers qui n'ont pas compris. Alors, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que, franchement, tout est dit. Hein. Donc, c'est comme ça qu'effectivement, je dis à Jean-Michel, ben, à l'époque, on se voyait, mais ce que je te propose, c'est d'organiser une tournée des usines françaises. Donc, on a 15 usines en France. Donc, dans chaque usine, on va réunir tout le management
Et puis, je vais te mettre face à tout ce management. Donc, ça va du premier niveau hiérarchie jusqu'au directeur de site. Et puis, tu vas leur parler. Tu vas leur raconter ta vie de manager. Et tu vas avec tes émotions, les bonnes et puis les plus pénibles, en fonction de, finalement, l'attitude du manager. Ça va être une séquence de 2 heures, quasiment dans chaque usine, sans slide. Sans slide. Que du vécu, que des émotions. Voilà ce qu'on a organisé en 2022. Oui, c'est quand même... voilà. Hein. Et alors là, ça se passe quand même en 2 temps. Il y a un premier temps où Jean-Michel fait un peu le tour des ateliers. Et là, on lui parle. Parce qu'on est du même monde. Absolument. Hein, alors que Absolument. s'il était avec un cadre, ça serait un peu différent, non? Ah oui, oui. Et qu'est-ce qu'on lui dit à Jean-Michel, alors? Qu'est-ce qu'il vous dit? Plein de choses. C'est extraordinaire parce que je tiens à préciser encore autre chose. Bon, pardonnez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais il faut que vous sachiez que j'ai eu carte blanche. Mais alors, ce qui s'appelle carte blanche. J'ai eu le bonheur, ça se décomposait en 2 temps, la visite des usines, de visiter les ateliers en début de matinée, pendant 1h30, 2 heures, de rencontrer donc les ouvriers, j'aime pas ce mot-là, mais bon, on va dire opérateurs, opératrices. Et du fait que je me présentais, ils avaient entendu parler de moi parce que j'avais été annoncé comme une star dans l'usine. Et en fait, ce qu'ils ont apprécié, c'est que je leur disais, vous savez, la difficulté de vos horaires, la production, je connais, je viens de Clermont-Ferrand, j'ai fait 43 ans, etc. Donc je connais. La seule chose que je ne connais pas, c'est votre fonction, etc., etc. Les constituants du pneu, je les connais puisque je l'ai vérifié. Et là, automatiquement, boum. Je faisais partie des leurs. C'est malheureux, mais et là, ils me disaient tout. Donc je m'intéressais, c'est pour ça que je reviens sur ce truc. Je m'intéressais à leur poste. Je voyais tout de suite les yeux, pouf, ils étaient contents. Et moi, donc je m'intéressais à leur poste, mais surtout ce qui m'intéressait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est d'en venir au point qui m'intéressait, c'est de poser cette question si difficile et si délicate, et au niveau du management, comment ça se passe. Parce que ça, je vous promets, on ne vous répond pas du premier coup, suivant qui vous êtes. Mais comme je mets ça entre guillemets, des leurs, ils m'ont tout dit. Alors j'ai tout entendu. Il y a eu des personnes qui étaient enchantées de leur manager ou manageuse, hein, voilà. Et puis il y a ceux qui étaient insatisfaits. Mais je vais répondre à votre question. Mais vous savez ce que j'ai retenu, pourtant j'ai 43 années d'usine, donc je ne suis pas un perdreau de l'année. Je voudrais peut-être effacer un cliché. On pourrait vous dire peut-être que dans les ateliers ou ailleurs, hein, dans les bureaux, dans le tertiaire, le point préoccupant, c'est le salaire. On pense qu'à l'augmentation du salaire. Je vous promets de tout ce que j'ai entendu dans le monde des ateliers, ce n'est jamais venu. Et ce qui est venu en premier, c'est de dire, eh bien, si vous voyez la direction, alors ils parlaient de la direction de leur site, si vous voyez la direction, eh bien, moi, vous dites-leur un message qu'on aimerait bien les voir un peu plus sur le terrain, qu'ils viennent nous voir à mon poste. Il y a à une usine, c'est Clermont-Ferrand, que je ne vais pas dire laquelle, il y a une personne à la production, forcément, qui m'a dit, moi, ça fait 4 ans que je suis à la production ici, je ne connais pas la directrice. Et si vous pouviez leur remonter, de dire, venez, descendez, venez nous voir, qu'on nous explique notre travail, nos responsabilités, c'est vraiment une priorité. Et alors, quand vous êtes face à l'encadrement de l'usine, vous leur dites ça? Ah oui. Oui. Et souvent, je les ai surpris. Vous savez, de parler devant des personnes, c'est pas un exercice. Enfin, pour moi, c'est pas un exercice aisé. Mais j'ai joué franc jeu. J'étais pas là non plus pour faire le ben oui-oui du coin, de dire c'est merveilleux, c'est rose, ils sont tous enchantés. Non, non. Je leur disais la vérité. Et je leur disais, vous savez, c'est délicat parce qu'il y avait le directeur ou la directrice qui était présent. Je leur disais, vous savez, ici, j'ai entendu ça. Vous n'allez pas sur le terrain. C'est pas simple à exprimer. Et je vous promets que je l'ai fait. J'ai dit, on m'a même rétorqué, oui, mais on croyait qu'avec les actions de reconnaissance, ça suffisait. J'ai dit non. Non, j'ai dit les actions de reconnaissance, oui, ok, gardez-les, c'est bien, mais c'est pas ça la priorité. Quand on vous dit qu'on ne vous connaît pas, c'est quand même grave.
c'est quand même grave. La demande essentielle, c'est de dire, je vais vous faire découvrir mon poste avec ses responsabilités et tout ça. Vous voyez, on ne parle même pas d'argent. Un autre point qu'on m'a souvent, et ça je l'ai connu, de dire, vous savez, mon chef, il sait me solliciter en 3-8 quand je suis du soir, dire, parce qu'il manque quelqu'un, Philippe, il faut passer de nuit, est-ce que tu peux me dépanner? Parce que tu connais tous les postes. Et il me dit, je le fais gracieusement pour lui rendre service. Et il me dit, ce qui me déçoit le plus, c'est que quand ça a été fait, il n'est pas venu me dire merci. Vous voyez les bases du management. C'est de savoir dire merci, parce que ça ne coûte pas cher. Mais vous le galvanisez les gens, parce que c'est simple à dire. Et c'est une évidence pour moi. Merci Jean-Michel. Jean-Christophe, des projets d'internationalisation. Alors, vous ne serez pas forcément celui qui conduira tout, puisque vous avez décidé, vous aussi, là, de tourner cette page-là partiellement, parce que vous êtes toujours associé à la gouvernance du groupe. Et, par contre, cette internationalisation, quelle forme elle peut prendre? Parce que des personnes comme Jean-Michel, qui ont à la fois cette crédibilité, qui ont tout ce qu'ils démontrent là, qui sont en même temps quand même champions du monde d'une discipline exigeante, il n'y en a pas partout, dans tous les pays du monde. Hein, donc on fait comment si on veut internationaliser, généraliser une démarche comme ça? Alors d'abord, suite à cette tournée des usines, le feedback des directeurs d'usines, ils m'ont tous écrit, ça a été unanime, la plus belle formation managériale de notre vie. Ils m'ont tous écrit, ça vaut tous les slides qu'on a eus depuis 30 ans. Alors moi, je suis allé en spectateur dans une usine pour voir comment ça réagit. Moi, j'ai vu des managers qui ont 50 ans ou plus, les larmes aux yeux. Il y avait ceux qui se retrouvaient dans ce que disait Jean-Michel et qui ça les confortait, en se disant, bah, finalement, voilà. Et puis, il y a ceux qui se sont posés des questions, en disant, oula, est-ce que moi, j'ai fait ça? Et donc, ça a eu un impact incroyable. Incroyable. Et donc, on en a tiré une leçon. C'est qu'avec les équipes de formation chez Michelin, ben, on va revoir tous nos modules de formation des managers et on va inclure des managers qui viennent parler aux managers. Il y a peut-être des consultants dans la salle, je vais peut-être en faire une là, mais ça nous coûtera moins cher que des consultants. Mais on va peut-être arrêter la plénière là. Hein. Je pense qu'on va faire une interruption. Non, on a besoin de tout le monde. Voilà. On a besoin de tout le monde. Mais attendez, alors, on n'y avait jamais pensé. Et ça, c'est un choc aussi en tant que management. On n'avait jamais pensé que dans les formations managers, il faudrait impliquer des managers. Et ça, ce que je vous dis, on va le faire dans tous les domaines, pas que industrie, mais tertiaire, etc. D'accord ? Parce que, en fait, quand on fait ça, bah, les gens, ils parlent au cœur, ils parlent au cerveau droit, ils parlent aux émotions, et ça a un impact. Et moi, ce que j'ai retiré comme leçon, c'est qu'on apprend beaucoup mieux par le cœur que par cœur. Par cœur, c'est les slides. Par le cœur, c'est du vécu, c'est des émotions. D'accord ? Donc la question, c'est comment on va faire ailleurs, dans d'autres pays. Parce que comme tu l'as dit, Jean-Michel, il n'est pas totalement remplaçable. C'est très difficile à remplacer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que dans tous les pays, on va plutôt constituer une équipe. On va prendre plusieurs personnes, des managers avec des expériences différentes, plutôt des gens qui ont du crédit, qui sont peut-être en fin de carrière, qui ont du speak-up, qui osent s'exprimer. On va les trouver, on n'a pas de problème. On a des milliers, on a 80 000 personnes dans nos usines, dans le groupe c'est 130 000 personnes, dans chaque pays on va les trouver ces gens-là. Parce qu'il faut être dans la langue, hein. Faut être dans la langue du pays, sinon c'est pas... Voilà. Donc j'ai fait des tests, les gens m'ont tous dit pas de problème, on va les trouver. Donc on va plutôt créer un pool, voilà, et qui s'adresse aux managers ou aux jeunes managers, aux formations. Voilà comment on va internationaliser ça. Mais c'est marrant de se dire, on n'y avait jamais pensé. Mais c'est si simple, et si percutant, avec un tel impact. Et finalement, ça se lie bien avec la démarche de responsabilisation que vous avez quand même largement initiée depuis plus de 20 ans. Hein. Ah bah oui, alors oui, c'est comme quoi, vous savez, des fois, c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb, hein. Il y a des évidences qui vous viennent à l'esprit comme ça. Je vous ai dit que
moi, je me suis beaucoup investi avec les équipes sur la responsabilisation, l'engagement des opérateurs, leur autonomie, etc. Et puis, effectivement, dans nos formations, on n'avait pas pensé à les impliquer. Voilà. Donc, on progresse, hein, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Et puis, pour continuer sur ce sujet-là, Dominique, c'est que avec Jean-Michel, on s'est retrouvés interviewés tous les deux sur BFM TV, dans des médias, et tout ça, c'est parti en rebond. Et donc, on est partis tous les deux, main dans la main, on fait des conférences dans divers endroits, les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs en particulier. Et partout, c'est la première fois qu'un ouvrier intervient. Et je ne vous cache pas que souvent, ça surprend même les gens, en se disant « Oups, c'est vrai, on ne l'avait jamais fait ». Et donc, j'espère qu'on va changer les choses. Ouais. Standing ovation dans une école d'ingénieurs récemment. Quelle est la question? Moi, il y a une question qui m'a beaucoup frappé dans ce que les gens vous ont demandé. Je me tourne un peu vers Jean-Michel. C'est finalement, je vais démarrer. Ouais, moi, je suis jeune ingénieur. On va me donner un poste. Hein, souvent, c'est des postes peut-être chef d'équipe, voire chef d'atelier, dans certains cas. Et donc, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Et le gars qui pose cette question, il s'est tapé quand même 3 ans de cours de management. Parce que c'est quand même ça la vérité, non? Exactement, ça s'est passé comme ça. Donc, et on répond quoi, là, alors? Ah là, j'y suis allé, comme je vais vous faire la réponse. Et il me demande un conseil. Moi, c'est touchant. Je le revois, il lève la main. Et il me dit, je m'apprête à être manager, quel conseil me donneriez-vous? Moi, j'ai fait des études, bon, vous vous êtes exprimé là-dessus. Et moi, il me dit... Je vais certainement être confronté, comme vous, avec des gens qui auront un cursus scolaire bien moindre. Quel conseil me donneriez-vous? Et là, je le regarde, je lui fais écouter, c'est que mon avis. Mais si vous arrivez avec vos certitudes, et je lui fais le signe avec vos galons de chef, que vous les étouffez par votre savoir, vous allez avoir ce qu'on appelle un mur. Par contre, si vous faites la démarche inverse, vous allez vers eux, en leur exprimant, d'abord découvrir leur poste, déjà, j'ai dit commencer par là, hein, c'est pas le but de savoir le poste en entier, c'est de savoir ce qu'ils font exactement. Je dis par contre, si vous allez vers eux, vous discutez et vous les respectez, vous allez voir leur poste, et de leur dire, voilà, je suis votre nouveau manager, mais moi j'ai besoin de vous pour que ça tourne, vous allez gagner leur confiance et ils vont vous suivre. J'ai dit, restez humble, écoutez-les, considérez-les. Et je vous promets, et c'est là que je lui ai ressorti cette expression, vous allez avoir une armée derrière vous. Et je me souviens, il me répond, merci Monsieur Frixon, je me rappellerai et je l'appliquerai. Et pour moi, je vous promets, c'est un super compliment. Ouais, c'est... Il y a une chose qui me frappe quand on évoque ça. Tout à l'heure, Jean-Christophe, vous évoquiez les valeurs de Michelin. Moi, je vois des entreprises qui disent « nous voulons faire de la qualité avec des équipes motivées, des gens brillants, pour des clients formidables, etc. » Ok, c'est des objectifs. Quand vous parlez des valeurs de Michelin, vous dites « respect des personnes, respect des clients, respect des faits ». C'est quand même quelque chose de profond que vous allez chercher, tous les deux, dans cette entreprise créée à la fin du 19e, finalement, hein, dont le fondateur faisait des conférences mensuelles sur le management, pour tout expliquer. L'ouvrier n'a pas enlevé sa casquette quand il parle avec le chef. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller chercher des racines profondes, là, de Michelin? Oui. Non, c'est sûr que quand on regarde les textes d'Édouard Michelin, le fondateur du groupe, il y a des textes extraordinaires qui sont absolument totalement d'actualité. Ces notions de respect et d'écoute, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, quand on a mis en place ces démarches de responsabilisation dans l'entreprise, on a fait des progrès extraordinaires venant des opérateurs de production, des idées de progrès, d'amélioration, des remises en cause absolument incroyables. Et donc, effectivement, je crois que cette notion de respect, elle est absolument fondamentale. Le progrès qu'on va faire sur Michelin, c'est finalement comment en prendre encore plus conscience. Hein. Voilà, il ne suffit pas de le dire, c'est comment on embarque les gens dans l'importance de ça, et comment les gestes, les mots au quotidien
peuvent embarquer une équipe ou au contraire, par des maladresses, par des erreurs, par des oublis, hein, des merci qui manquent, ben, au contraire, on désengage. Donc c'est souvent des choses assez simples, mais comment on peut mieux transmettre, et on va travailler là-dessus. Mais sur ce terrain d'enrichissement des fonctions des opérateurs, de leur développement, de leur... c'est un chemin sans fin, sans limite. On a une usine en France qui expérimente des choses absolument étonnantes et qui marche. On va jusqu'à des équipes d'opérateurs de production qui font leurs auto-évaluations, qui définissent leurs augmentations salariales. Hein. La hiérarchie reste en support. S'il y a des problèmes, elle est là, elle est en support toujours. Hein. Mais tout ça, toutes ces démarches où les gens osent finalement, osent se libérer, osent s'exprimer, il faut un climat de confiance total. Hein, et ce climat de confiance, il doit se créer par le management qui met les gens en confiance et qui fait que les gens vont oser. Et pour finir, en guise de conclusion, puis je dirais même en guide de conclusion, c'est une phrase écrite par ces opérateurs dans cette usine en France. Ils ont écrit ça sur un mur. Je trouve que c'est la plus belle leçon de management que j'ai reçue de ma vie, c'est que le chef s'occupe de nous et nous nous occupons du reste. C'est sublime, c'est très simple, c'est extrêmement puissant dans le message, parce que voilà, on peut broder là-dessus pendant des heures. Je vais quand même réinsister par une dernière question et après on ouvre à la salle. La responsabilisation, on en parle depuis quand même pas mal de temps. Les conclusions des enquêtes qui ont été faites par l'École des mines, c'est que beaucoup de projets étaient liés à la personnalité du dirigeant. Et quand le dirigeant change ou s'en va, ben le projet s'en va. Hein. Alors que Michelin, ce que vous cherchez à faire aujourd'hui, et ce qui se continue, c'est de l'inscrire dans la durée et de l'inscrire dans le solide. Il y a un terme Michelin qui est formidable, c'est robuste. Oui. Il faut que la démarche soit robuste, hein, qu'elle résiste. Est-ce que c'est pas ça qui se passe finalement? C'est de le mettre dans la façon de vivre et de travailler et de ne pas le rendre dépendant finalement de quelqu'un, hein. Oui, tout à fait. Cette notion d'être robuste, effectivement, il ne faut pas que ces démarches-là elles soient le fait d'une seule personne qui y croit, puis les autres n'y croient pas beaucoup, et le jour où la personne y croit s'en va, tout s'effondre. Donc il faut essayer d'organiser un travail de conviction et de mettre en place des systèmes qui donnent la robustesse. Je vais revenir sur l'exemple des wins, les wins rouges, les wins verts. Donc les wins, hein, ça démarre aux opérateurs et ça escalade. Et donc moi, patron de l'industrie, je pouvais recevoir des wins rouges que je dois traiter. Je vais juste vous raconter une anecdote parce que ça crée de l'engagement. Un jour, dans un dîner à Clermont-Ferrand, dîner des agents d'élite, j'avais reçu un win rouge qui venait d'une usine française sur des difficultés de production. Et ben, ce win, il était remonté parce que le directeur d'usine, il ne savait pas traiter ça, le directeur industriel ne savait pas traiter ça. Ben, paf, moi, je reçois le win rouge. Et je dîne à cette table avec des opérateurs et je leur dis, ouais, vous galérez un peu en ce moment dans votre usine. Et la personne en face de moi, un opérateur, me dit... Comment ça, vous êtes au courant de notre problème? Je dis oui, bah, vous avez fait un win, là, vous avez fait un win rouge. Il dit oui, on a fait un win rouge parce qu'on galère. Bah, il est monté, c'est moi qui le traite, donc je connais votre problème et on regarde comment le traiter. Et cet opérateur me regarde et j'ai vu des larmes dans ses yeux et il me dit mais monsieur Guérin, vous êtes au comité exécutif et vous traitez mon problème? Je dis oui. Il me dit demain, toute l'usine le saura, monsieur Guérin. Voilà. Et ça, vous créez de l'engagement. Là, vous êtes dans la marque de respect. D'accord? Et une autre phrase d'opérateur qui m'avait marqué, c'était de nous dire, quand ça a été mis en place, nous, opérateurs, on est passé de l'ombre à la lumière. À l'ombre, on a des problèmes, la hiérarchie s'en occupe pas, ou on ne sait pas bien ce qu'elle fait. À la lumière, on a des problèmes, toute l'entreprise se met en ordre de marche pour nous les éliminer. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Comme vous le savez, c'est un temps pour les questions. Nous avons la possibilité. Donc, il y a la gentillesse de faire circuler un micro. Je vais relayer la question, c'est quand il n'y a pas de micro. Peut-être juste une question. Merci. Juste une question. Et pour revenir à ce qui vous préoccupait, monsieur, si j'ai bien compris, en tant qu'ouvrier,
C'est que j'ai connu un ouvrier qui est devenu directeur d'usine en Chine à 57 ans et qui est devenu l'usine la plus performante de tout l'univers du groupe dans lequel j'étais. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité s'il était nécessaire de vous renforcer dans cette conviction que les diplômes font la qualité des gens. Et je pense que l'humilité qu'on peut avoir quand on était comme moi manager et dans la fonction RH. Un mot sur où, si vous avez la gentillesse. C'était le groupe Alstom, hein, donc voilà. Mais comme moi, manager et RH, c'est que on doit avoir l'humilité de reconnaître qu'on rate des talents. Et je m'en suis parfois rendu compte, quand on faisait des pots de départ, de voir les talents que les gens avaient développés hors de leur travail et qu'on n'avait pas su utiliser en interne. Donc, évidemment, ce n'est pas une question, mais je voulais juste témoigner. Un témoignage. Ayez la gentillesse de vous présenter quand vous posez une question. Charles-Henri Bessert-Desor, professeur émérite HEC. Jean-Michel, j'ai lu vos 2 ouvrages. J'ai été bouleversé, je vous le dis. Hein, alors je voudrais juste que vous nous racontiez quand même un épisode dans le premier livre qui est exceptionnel, c'est la rencontre avec Édouard Michelin. Juste un petit mot. Comment vous avez vécu cette expérience absolument sublime? Oui, c'est un peu comme mon histoire avec Jean-Christophe et Florent Ménégo. C'est la base de la pyramide qui rejoint son sommet. Pour faire très court, ce qui m'a sauvé, et vous l'avez compris, c'est en grosse partie, le sport. Donc j'ai fait de la marche athlétique parce que l'univers de l'atelier, c'est violent, c'est cruel. C'était pas mon monde non plus parce que j'étais confronté à l'alcoolisme, mais l'alcoolisme profond. Et donc moi, j'ai toujours aimé faire du sport et je me suis, par des chemins détournés, hein, c'est complètement improbable là aussi, je me suis lancé dans la marche athlétique. Et à tel point que moi, j'ai rien programmé du tout, aucun titre, rien. Moi, je faisais de la compète, point barre. J'attaquais je rêvais à être champion départemental d'Auvergne, etc. Jamais, comme tout, j'entends beaucoup de sportifs, moi je rêve d'être champion du monde. Moi, non. Bon an, mal an, avec beaucoup de force mentale et physique, parce que je fuyais quelque chose. Maintenant, vous savez l'histoire. Je fuyais un monde qui n'était pas le mien et je me suis investi totalement dans le sport. Au rythme en 3-8 de 6 fois par semaine. En gros, c'était entre 90 et 130 km par semaine. Et je suis arrivé, pour faire très vite, avec grand bonheur, à être champion de France. Là aussi, je ne l'ai pas vu arriver. À être champion d'Europe 2 fois. Alors, j'aime pas parler de ça, mais puisque vous m'en parlez. Si, faut y aller. Et triple champion du monde et octuple champion de France, pardon. Double champion d'Europe. Merci beaucoup. Tout en travaillant en 3-8 et en ayant une famille. Et une vie de famille. C'est pour ça que je vous dis, vous avez ce que j'ai fait, alors peut-être pas en marche athlétique, mais on a tous et toutes des forces intérieures insoupçonnées. Parce que je fuyais quelque chose. Et l'histoire avec Édouard Michelin, fallait savoir, mes premiers championnats du monde se passent à Porto Rico et faut faire des temps minima pour le faire. Mais par contre, il faut savoir qu'à partir de 35 ans, il faut trouver les fonds nécessaires. Donc vous faites du mécénat, etc. Il faut trouver des mécènes et tout ce que je déteste. Et à un moment donné, dans la revue de Michelin, je vois un article sur un gars de Mont-Solimine qui fait les championnats de France et que Michelin est sponsorisé. Et là, je lis ça, je fais encore un oups. Je dis, alors moi, je suis en recherche d'argent pour partir à Porto Rico. Je dis, mais s'ils l'ont fait à Monceau ou à Bourges, je ne me rappelle plus. Je dis, moi, je vais le faire. Mais seulement ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, comme tout vous rattrape, j'ai dit, moi, je vais pas m'adresser au service de la communication. Alors, je suis désolé s'il y a des personnes du service des communications. Ils l'ont mal vécu. Ils l'ont mal vécu, d'ailleurs. Mais c'est toujours ce truc, vous savez, regard, vous êtes un ouvrier. Bon, ok, si je faisais... Moi, je suis parti dans l'idée de dire, si je fais une lettre au service de la com, bon, qu'est-ce qu'il est, lui, il est ouvrier. Bon, ok, on va lui faire la formule, on a bien reçu votre demande, etc. etc. J'avais peut-être tout faux, mais j'ai dit, vous savez, quand on veut obtenir quelque chose, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et j'ai écrit à Édouard Michelin. Non, pas une lettre dactylographiée, mais manuscrite. C'était un truc, je vous promets. J'ai dit, il doit recevoir moult courriers. J'ai dit, peut-être, après tout, qu'une lettre manuscrite, ça va attirer son œil. Et c'est bête hein, comme raisonnement, mais enfin, c'était mon truc. Et je l'ai envoyé, je me suis raconté.
J'en ai fait 3 pages et j'ai dit, je veux une certitude. Je l'ai envoyé avec accusé de réception pour être sûr que ça arrive bien chez lui. J'ai dit, déjà, quand je vais recevoir dans ma boîte aux lettres le truc bleu, je suis content. Et j'ai dit, bon, ça va rester dans les affaires courantes et j'aurai jamais plus de... Et 1 mois après, je reçois une invitation d'aller au service de la communication. Je vous assure que tout est vrai. Hein. Et j'ai dit, oh là là là, et parce que j'ai tout de suite fait le joint. Hein. Et je reçois une personne de la communication me reçoit, mais je vous promets que c'est vrai. Il me fait, vous savez, Monsieur Frixon, pourquoi vous êtes là? Sur un ton comme ça. Hein. Alors, je suis gentil, mais au bout d'un moment, je lui dis oui, je suppose. Et il me dit oui, parce que vous avez écrit à Monsieur Édouard Michelin, et il me sort tel quel. Vous savez que Monsieur Édouard Michelin a d'autres chats à fouetter que votre courrier personnel. Et là, vous voyez, je suis gentil, je suis sensible et tout, mais là, il a franchi la ligne jaune. Et là, je lui dis tel quel. Je lui dis, vous savez, monsieur, quand on veut joindre quelqu'un, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Cette fameuse phrase que je n'avais pas calculée sort immédiatement. Et là, ça le déstabilise un tout petit peu, et il me dit, bon, ben voilà, regardez, vous reconnaissez votre lettre. Bon, oui, merci. Et il me fait, voilà la somme que vous attribue Monsieur Édouard Michelin, qui était marquée au crayon à papier sur l'angle de la feuille. Alors c'était en francs à l'époque. C'était à hauteur de 5 000 francs. Donc je vous laisse faire la conversion. C'est beaucoup, hein, à l'époque, c'est beaucoup. Hein. Et ça m'a permis de boucler le budget et je pars à Porto Rico. Je pars à Porto Rico pour mes premiers championnats du monde. Et moi, mon objectif, c'est de ne pas finir dernier. Voilà. Donc, mais je vous assure. Et le comble du comble, j'avais tout contre moi. La chaleur, je crains. En Porto Rico, à 5000 par 30 degrés à 9 h du matin. Donc déjà, ça m'a décontracté. J'ai dit, c'est mort. Et bonheur de bonheur, je finis premier. C'est mon premier titre de champion du monde. Ouais. Merci. Et s'il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que je n'oublie jamais ceux qui m'ont aidé. Et me vient une idée, je demande à ma mère de mettre sous cadre mon maillot de champion du monde avec le dossard. Et je fais une dédicace sur le dossard à Édouard Michelin. Tout en sachant, je dis, il faut que tu me le présentes par 50, par 70. Et je contacte son assistante. Je téléphone à son assistante et je lui dis, je lui explique. Je voudrais remercier Monsieur Édouard Michelin, pour ça, pour telle raison. Mais surtout, ne lui dites pas que je veux lui offrir mon maillot de champion du monde. Il ne faut pas qu'il le sache. Et là, je me réponds tel quel en rigolant au téléphone. Et elle me dit, ah, mais si je comprends bien, Monsieur Frixon, vous me demandez de mentir à mon plus grand patron. Et je vous assure, je lui dis, bah oui, si vous... Voilà. Et donc, elle rigole et elle me dit, écoutez, je vois s'il peut vous recevoir et je reviendrai vers vous. Un mois se passe et boum, le téléphone sonne. Et elle me dit, Monsieur Frixon, bah, je dis oui, donc elle se présente. Elle me dit, Monsieur Édouard Michelin, c'était au mois de novembre, vous recevrez à 19 h dans son bureau. J'ai failli lâcher le portable. Et là, je faisais le fier avant. Et là, je commence à pétocher. Et je monte dans ce qu'on appelle, pardonnez-moi, mais dans la direction de la tour de Babel, pour moi. Et c'était pas pour frimer, c'était pour me décontracter. J'ai dit, c'est un moment qui n'est pas dans le monde du professionnel. J'y vais avec la tenue de l'équipe de France, mais c'était pas pour frimer, ça ne me correspond pas. Et surtout avec un cadre qui fait 50 par 70, empaqueté, c'est difficile de le cacher. Et je me souviens toujours, j'étais impressionné, il y a l'ascenseur, mais en tant que sportif, j'ai dit, tiens, je vais monter par les marches, il est 19 h, et je vous promets, l'anecdote est vraie, je vois plein de cadres qui descendent de l'autre côté par les escaliers, qui auraient loupé des marches, en disant, qui c'est celui-là? En fait, j'avais un cadre sous le bras, et je croisais plein de cadres, et voilà, bon. Et j'arrive là, je suis dans un petit salon, une petite alcôve, et jusque-là, tout va bien. Et j'ai un guéridon devant moi. J'ai un guéridon, il est H-10 minutes du rendez-vous. Et là, je regarde là, les journaux. Je vous promets que c'est vrai. Et je vois le Herald Tribune, Le Monde,
etc., etc. Et là, en rigolant, je me dis, il n'y a pas l'équipe et ni la montagne. Et c'est là que je panique total. Parce que c'est là que je me rends compte dans la seconde même où je suis. Enfin, bien que je savais, je me dis, oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Et j'avais presque envie de m'enfuir. Et 19h arrive, j'attendais que cette fois soit son assistante qui vienne. Et je vois juste une tête qui déborde, qui me fait « Monsieur Frixon ». Et moi, je me retourne, je vois Édouard Michelin. « Vous venez avec moi ?» Et je vous promets que c'est magique. Il passe devant sa secrétaire et il me dit « Vous vous rendez compte, je vous présente Monsieur Frixon, il est champion du monde. » On pensait qu'elle s'est marrée. Et on rentre dans son bureau, ça dure une demi-heure. Et vous vous rendez compte l'instant pour moi. Il voit bien que j'ai quelque chose avec moi, et là, c'est magique. Vous savez, ces personnes importantes comme Jean-Christophe, comme Florent Ménégo, comme vous, ont cette capacité à se mettre en un dixième de seconde à votre niveau. J'ai un souvenir, j'ai failli lui dire « tu ». J'ai freiné, mais heureusement qu'il y a des bonnes semaines Michelin sous les chaussures. Tellement il s'est mis à mon niveau. Et il me dit, vous savez, Monsieur Frixon, alors il n'y avait pas les portables à l'époque, hein. Enfin moi j'en avais pas. Et il me dit, votre compétition, j'arrêtais pas de demander à mon assistante qu'est-ce que j'avais fait le jour de la compétition. Il savait la date, je l'avais mis au courant. Et il me dit, quand vous m'avez envoyé votre carte postale, alors là je me suis lâché, hein, parce que la carte postale, je l'ai écrit le jour que j'avais mon premier titre. Hein. Alors là c'est plus monsieur, j'ai dit, yao, enfin bon bref, je me suis lâché. Et il a reçu la carte postale, alors forcément avec quelques jours de décalage, il m'a dit « J'ai su votre performance avec votre... et je vous remercie pour votre carte postale. » J'ai dit « Mais vous m'avez aidé, c'est la première chose. » Il me répond « Vous savez, c'est pas toujours que j'ai des retours. » Là. Et je lui offre à un moment donné, je lui offre mon maillot, et là je vous promets, je le revois en train de découper... mais alors comme un enfant, enfin qu'aucun enfant, non, il arracherait tout, délicatement le papier pour voir ce que c'était. J'ai vu ses yeux embués. Parce qu'il m'a dit, vous savez, il y a regardez derrière mon bureau, il y avait un ballon de rugby fait en bois et un buste de son arrière-grand-père, le créateur d'entreprise, fait en bois par des opérateurs Michelin. Il m'a dit, vous savez, des cadeaux, quand je me déplace, j'en reçois plein. Mais ceux qui me touchent, vous voyez, et il m'a dit, votre cadre sera demain matin en face de moi. Mais le plus beau qui allait venir. Et il me dit, mais Monsieur Frixon, en 3-8, ça doit être compliqué pour être champion du monde. Et je vous promets que là, il y avait une seule chose que j'avais préparée. Parce que je me doutais que cette question allait venir. Et elle est venue d'une façon autre, mais elle était là. Il me tendait la perche pour me dire, moi je vous sors des 3-8, il suffit de me le dire. Et je me suis refusé à le faire. Parce que je n'étais pas venu... pour demander quelque chose pour me sortir de là. Et c'est à ce moment-là, il me dit, mais expliquez-moi les règles. Et il se met à faire de la marche athlétique dans son bureau. Est-ce qu'il était bon en marche athlétique? Il n'était pas bon. C'est bien ce que je craignais. Mais comme j'avais encore une carrière à faire, je lui ai dit... Vous aviez une carrière de coach, là, oui. Et je lui ai dit, il me dit, est-ce que c'est bon? Alors je dis, oui, avec l'indulgence du juge. Et je vous assure que tout est vrai. Merci beaucoup. On prend une dernière question. Je voudrais vous avertir d'une chose, c'est que nous aurons une session avec Jean-Christophe Guérin consacrée à la responsabilisation. Donc là, ça sera l'occasion d'interagir avec lui et de poser des questions sur des sujets beaucoup plus précis. Oui. Par contre, Jean-Michel, vous ne le retrouvez pas en session. Monsieur, vous vous présentez brièvement. Hamid Asmani de Casablanca, du Maroc. Je suis directeur du cabinet LMS, premier cabinet conseil RH au Maroc. Je vous remercie pour cette introduction exceptionnelle. Alors, vous avez posé une question, monsieur Jean-Christophe, tout à l'heure, à propos de la reproduction, je dirais, de l'expérience qui a été initiée et développée par Jean-Michel, en pensant à d'autres pays. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être le caractère inédit, exceptionnel, spécifique
à Jean-Michel. Il est champion du monde. Il a fait le 3x8. Il n'a pas de diplôme. Ce sont des choses qui sont véritablement dans l'originalité, qui ne se passent qu'une seule fois, et que les reproduire, c'est véritablement les dénaturer. Et que c'est du spécifique. Eh bien, ça a marché avec Jean-Michel, ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre, parce qu'il s'agit de Jean-Michel. Et c'est la particularité des RH. Ce n'est pas un process. Jean-Michel n'a pas développé un process. Jean-Michel est Jean-Michel, avec son parcours, son histoire, avec ses larmes, avec sa rencontre avec son PDG, avec sa façon d'être, avec son écriture, hein, et que je trouverais véritablement, en tant que consultant, difficile une reproduction dans d'autres pays, même s'il y a 150 000, parce que ce n'est pas une question de nombre. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous répondre. Ça fait 20 ans. Alors, chez Michelin, je vais prendre la France. On va faire simple, on va prendre la France. La France, tous les ans, on a une promotion d'agents d'élite. On va dire ce sont nos opérateurs les plus expérimentés, les plus engagés. Voilà. Bon, les critères que vous pouvez connaître. Donc, ça fait 20 ans qu'on organise tous les ans un dîner des agents d'élite. Ça fait 20 ans que j'y vais. Je fais tous ces dîners. Voilà. On a des types extraordinaires autour de la table. On a des gens passionnés, engagés, des gens qui tiennent à l'entreprise. C'est l'entreprise qui leur a fait leur vie, leur carrière. Vous avez parlé d'exemples d'opérateurs qui sont devenus directeurs d'usine. On a ces cas-là aussi. Donc je ne suis pas inquiet, pas du tout inquiet, qu'on va trouver des gens qui sont capables de raconter leur vécu, leurs émotions. Alors bien sûr, pas dans le style qu'a Jean-Michel avec son vécu, qui est presque un roman, c'est romanesque. Mais des gens qui sont capables de dire leur peine, leur joie, leur souffrance, leur vécu, les erreurs du management, on va les trouver. Et pour faciliter, comme je vous l'ai dit, on va faire des équipes, on va prendre 4, 5 personnes. Mais j'ai testé, comme je vous l'ai dit, j'ai testé des usines, ils m'ont dit on n'a pas de problème, on va trouver ces gens-là qui osent, qui ont du speak-up, fin de carrière, qui ont des choses à raconter. Voilà, on ne va pas faire l'équivalent de Jean-Michel, on ne le fera jamais, mais on saura transmettre voilà, l'impact d'un manager sur une équipe, on saura transmettre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc je ne suis pas inquiet. Merci beaucoup Jean-Christophe Guérin et merci à tous les deux à nouveau pour cette plénière incroyable. Donc je vous rappelle qu'une seule chose, 11 heures en session.